Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester les consoles d'émulation portables. Qu'est-ce que ça veut dire ces trucs-là? Ce sont des consoles qui vous font la promesse de pouvoir jouer à l'ensemble de la ludothèque des années 90-2000 dans un objet qui tient dans votre poche. C'est ce qu'on va vérifier. Alors, est-ce qu'on peut vraiment jouer pour le prix d'un Big Mac ou est-ce qu'il faut tout de suite aller chercher la console à 200 €? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre dans cette vidéo aujourd'hui. Et pour ce faire, on va tester 4 consoles. On commencera avec les consoles 8 bits. Ces consoles qu'on trouve à 15 € vous font la promesse de pouvoir jouer à ces monuments du passé. On va voir si la promesse est tenue. On s'attaquera ensuite aux consoles 16 bits. Avec elles, la Super NES et la Mega Drive sont à portée de manette. On va tester ça. Certains affirment même l'avoir vu s'attaquer à des jeux de PS1. On va tenter de répondre à cette question. Viendra ensuite les consoles 32 bits et 64 bits avec la Trimui Smart Pro. Avec elle, la PS1 et la Nintendo 64. Ok. Mais qu'en est-il de ceux qui veulent jouer à une console un peu plus puissante encore que la PlayStation ou la Nintendo 64? Oui. Qu'en est-il de ceux qui veulent jouer à la PS2 ou à la GameCube? Pour clore ce test, on a ici le monstre, la RG557. Ce monstre de puissance vous fait la promesse de pouvoir jouer à la GameCube et à la PS2. Bon, vous aurez compris, j'ai une petite préférence entre les deux consoles. Avant de commencer, un petit mot. Je n'encourage pas le piratage des jeux. L'émulation permet surtout de pouvoir profiter de ces anciens jeux encore en notre possession lorsque malheureusement la console qui les faisait tourner ne fonctionne plus. On commence tout de suite avec les consoles 8 bits. Allez, on commence tout de suite avec le test de cette merveilleuse console 8 bits couleur blanche qui rappelle un peu la Game Boy. Comme vous pouvez voir, elle est très petite. Moi j'ai des grandes paluches, elle tient bien dans la main, elle n'est pas très lourde. À l'arrière, on va trouver un compartiment batterie avec une batterie rechargeable qu'a priori on peut remplacer. Ici, et à la prise USB de charge, une prise jack qui permet non seulement de sortir le son, mais également la vidéo grâce à un câble spécial RCA. Et ensuite, c'est à peu près tout. Le bouton de mise en route, c'est sur le côté, le petit bouton pour régler le volume. Alors, à cause des droits d'auteur, je ne mettrai pas de musique dans la vidéo. Allez, on attaque avec les 400 jeux préinstallés dans cette console. Malheureusement, pas la possibilité de rajouter ses propres jeux car il n'y a pas d'emplacement de carte SD dans la machine. Et on peut profiter de Mario 14. Qu'est-ce que c'est que ça? Mario 14, cette console est en avance sur son temps, dis donc. Hein. Il y a même un Tortue Ninja 4. Ouh là là, bon. On va dire que ces jeux-là sont en avance sur son temps et que je suis pas né sur la même planète. Ça doit sûrement être ça. Commençons par un que je connais, qui est Super Mario. Allez, vous allez pouvoir profiter de mon niveau en jeu vidéo extraordinaire. Alors, désolé pour l'angle de vision, j'ai fait ce que j'ai pu, mais il y a énormément de reflets sur cet écran. J'ai fait ce que j'ai pu avec la caméra. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que Mario, il tourne. C'est le Super Mario de la NES 1, qui est assez fidèle. On reconnaît bien là, avec les champignons. Enfin, si vous y voyez quelque chose. Très sincèrement, la caméra rend pas hommage à l'écran qui est de bonne facture pour le coup. Je suis assez étonné pour le prix. Par contre, les boutons, ça fait très très cheap. On va pas se mentir. On n'a pas le confort de jeu qu'on pourrait avoir sur la NES. Bon, allez, je sais que vous voulez à tout prix le voir, donc on va lancer Super Mario 14. Alors, ah ouais, c'est bien Super Mario 14, les amis, on est dans le futur. Alors vous saurez que dans le futur, Super Mario est devenu un ninja. Bon, alors le jeu, ça ressemble un peu à du Super Mario, avec pas tout à fait les mêmes couleurs, mais bon, ça ressemble un petit peu. Sauf que Super Mario est capable de lancer des espèces on va dire des shurikens, je sais pas trop ce que c'est qu'il lance. Bon, là, la maniabilité, c'est du Mario, c'est vrai que ça y ressemble quand même pas mal, Sauf que je reconnais pas Mario. Moi, le plombier qui devient ninja, je fais un blocage. Donc non. On va passer plutôt à du Double Dragon, qui est lui sorti sur NES, qui est un jeu vraiment qui est tout en finesse, plein d'amour pour son prochain, où c'est simple, on dit je t'aime à tous les passants qu'on croise dans la rue. Je crois que c'était ça le but du jeu, ou alors j'ai peut-être pas tout à fait compris le message intrinsèque. Toujours est-il que c'est un jeu qui est très bourrin et qui pour le coup est agréablement plaisant à jouer sur cette console. Je me suis surpris à bien apprécier l'expérience, même si la console est un peu petite dans mes mains. Bon allez, on a vu ce que ça donne. Comme on l'a vu, cette console a des avantages, comme son prix, et
Non, j'en vois pas d'autres en fait. Et les inconvénients, on ne peut pas rajouter ses propres jeux, et les jeux qui sont déjà installés dessus sont pour le moins suspects. On parle de Mario 14 ? C'est le moment de passer à la prochaine console, la R36. On est parti pour faire le tour du propriétaire de cette R36. Alors on voit sur le côté un logement pour une carte mémoire, une carte SD, une micro SD plus précisément, avec des jeux dessus qui sont déjà livrés avec la console, mais on peut venir bien sûr rajouter ses propres ROM. C'est ce qu'on va voir par la suite dans cette vidéo. À l'arrière se trouvent 4 gâchettes et elles sont étonnamment très accessibles malgré mes grosses mains. J'étais très agréablement surpris. En face avant se trouvent 2 joysticks et les boutons et la fameuse croix multidirectionnelle. Sur le côté gauche, on va trouver un bouton reset et un bouton power. Et sur le côté droit, comme je vous ai dit, on a les boutons volume. Sur le dessus, il n'y a rien. Et sur le dessous, on va avoir 2 ports USB-C et une prise jack. Le port USB-C de gauche permet de recharger la console et de la brancher sur un PC. Le port USB de droite permet de brancher un équipement type une manette ou même un écran. Comme vous pouvez le voir, cette console est fournie avec tout un tas d'émulateurs, la Super NES, la Nintendo 64, la Game Boy Advance, la DS, la Game Gear, la Mega Drive, la Dreamcast, la Neo Geo, la PlayStation, la PSP, n'en jetez plus. On va revenir un petit peu sur tous ces émulateurs, bien évidemment. Enfin, pas tout à fait tous, mais comme cette console ressemble à la Game Boy, je vous propose de commencer avec un jeu Game Boy, et plus particulièrement Prehistoric Man, qui est un jeu que j'aime énormément sur la Game Boy. Alors c'est dommage que je puisse pas vous faire profiter de la musique en raison des droits d'auteur YouTube, vous comprenez bien, mais je vous invite vraiment à vous procurer le jeu pour ne serait-ce que juste écouter la musique de l'écran titre, elle est incroyable. Donc là ce qu'on voit c'est que le jeu est émulé sur cette console, sur la R36, il reprend par défaut le set de couleurs de la Game Boy Color, donc là c'est ce qu'on verrait sur une Game Boy Color si on jouait à ce jeu là, qui est un jeu Game Boy classique. Et il y a des menus dans la console pour pouvoir changer la colorisation et demander à avoir plutôt un style rendu Game Boy Pocket, et donc là c'est noir et blanc, ou Game Boy la première version, et là on est plutôt sur du jaune et vert. Parce que la première Game Boy avait un écran jaune et vert très particulier, on voyait pas grand chose dessus. Bon, pour la Game Boy, ça se passe bien, on va donc monter un cran et je vous propose d'attaquer la Super Nintendo avec un jeu que j'aime bien dessus également, on prend que des jeux que j'aime bien, c'est Astérix et Obélix. Et je vais profiter du chargement du jeu pour faire un petit point sur l'écran, et notamment sa qualité incroyable. L'image est grande, elle est lumineuse, elle est colorée, les couleurs sont éclatantes. La console coûte 25 balles, on a un écran incroyable, vraiment. Là vous voyez le jeu démarre, pour vous dire il est tellement lumineux que j'ai dû réduire l'exposition de la caméra, c'est pour ça que l'image est un peu sombre autour de la console. C'est vraiment un régal pour les yeux, elle est incroyable, moi avant de l'avoir vraiment j'y croyais pas. Donc là on peut profiter du jeu Astérix et Obélix, bien évidemment le jeu est d'une fluidité exemplaire sur cette console, il n'y a aucun problème pour profiter de la ludothèque de la Super NES sur cette console portable pour avoir donc sa propre Super Nintendo dans sa poche. Et on passe tout de suite à la Mega Drive avec Xenon 2, un shoot'em up avec des musiques incroyables que malheureusement je peux pas vous faire écouter, mais qui va surtout nous donner l'excuse de pouvoir essayer la Mega Drive et savoir si cette console est aussi bien émulée que la Super NES sur la R36. Alors pour le moment, pas de soucis, ce sont les écrans titres. On profite encore une fois, je vais arrêter de le dire, mais la qualité de l'écran, on est loin de la console 8 bits. Il y a un peu des reflets, vous pouvez voir mon visage en reflet, et donc là c'est le jeu, et donc la stratégie de base de ce genre de jeu, c'est on bourrine un maximum le bouton de tir sans s'arrêter. Voilà, ça, en tout cas c'est ma stratégie, c'est peut-être pas la bonne, mais c'est la seule que je connaisse sur ce jeu. Et donc, comme vous pouvez le voir, le jeu fonctionne sans aucun ralentissement malgré la présence de nombreux ennemis à l'écran. Tout se passe super bien pour cette R36, la Mega Drive n'est donc pas un souci. Donc là, on a vu pour la Mega Drive, on va faire un petit tour du côté de la Nintendo 64 sur cette petite R36. Et là, on voit qu'il y a quelques petits problèmes graphiques, des glitches. Vous voyez les fenêtres sur le château qui clignotent beaucoup, qui est donc typiquement un problème d'émulation. Et on va regarder ce qui se passe maintenant sur la PlayStation, puisque je vous ai dit que cette console, a priori, pouvait émuler la Play. On va voir ce que ça donne. Aussi, on va directement sur l'émulateur Play, on va aller chercher un jeu que tout le monde connaît sur la Play pour commencer, et qui est fourni dans la carte SD que j'ai acheté avec la console. Alors, j'ai bien évidemment l'original avec moi, et là on va parler de Crash Bandicoot. Et plus particulièrement le numéro 3.
Bon là, le chargement, je vais vous le mettre en accéléré parce que c'est pas très intéressant. Par contre, très surpris, le jeu se lance, on voit les écrans de titre, les effets 3D, tout se passe bien sans lag. Très surpris, donc cette R36, a priori, elle fait tourner les jeux de la PS1. Là, on voit que je me lance sur le menu, alors là, je reviens sur une vitesse normale pendant le montage. Et donc là, je suis bel et bien en train de jouer à Crash Bandicoot 3 de manière tout à fait satisfaisante. On me voit d'ailleurs utiliser le joystick sans aucun problème sur cette R36 qui, je le rappelle, coûte 25 € sur AliExpress. Donc là, je sais pas quoi dire, je suis un peu surpris. Mais je pense qu'il faut qu'on pousse le test un petit peu plus loin. Et donc là, c'est un jeu qui est fourni avec la console sur la carte SD, mais qui reste pas l'un des jeux les plus gros techniquement de la PlayStation 1. Non, je vous propose qu'on pousse un peu le vice et je vais rajouter dans la carte SD un jeu qui demande un peu plus d'effort à cette console, un jeu de course. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Oui, on va essayer Gran Turismo sur une console d'émulation à 25 €. Et je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Donc le jeu se lance et cette fois-ci, pas d'accéléré au montage, vitesse réelle. Donc là, on a les écrans titres du jeu. Pour ceux qui connaissent Gran Turismo, je pense que cette image-là, beaucoup l'ont vue de nombreuses fois et ça doit vous rappeler des souvenirs. Là, on va choisir la langue française, bien évidemment. On va pas lancer une carrière sur Gran Turismo, on va faire un quick arcade pour lancer une course immédiatement. Course unique rapide, voilà, on lance, on prend une Skyline GTR sur High Spin Ring. Et là, ça va pas plus loin, et voilà, ça reste un écran noir, et pour avoir fait le test, ça n'ira pas plus loin. D'ailleurs, je vous propose quelque chose, c'est que je vais laisser la console allumée sur cet écran sans la toucher, pour voir si elle finit par charger la course ou pas. Donc, je vais la mettre de côté, vous voyez, là, devant moi, elle ne bougera pas de là, et on verra si la course se lance. Comme vous avez pu le voir, avec celle-ci, on peut enfin mettre ses propres jeux dedans. La promesse de jouer à la Mega Drive et à la Super NES est réellement tenue. En revanche, pour la PS1, c'est un petit peu plus aléatoire. Aussi, il est temps de passer à la troisième console de ce test, la Trimouille Smart Pro. Allez, on va attraper la console pour en faire le tour du propriétaire, vous en avez l'habitude avec moi maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? C'est un écran 16 neuvième d'une très bonne qualité également. On va trouver 4 boutons d'action, une croix directionnelle et 2 joysticks qui sont entourés d'anneaux lumineux qui s'éclairent comme sur la R36 au final. Sur la tranche inférieure, on va trouver un bouton programmable sur lequel on peut lui affecter plusieurs fonctionnalités. En ce qui me concerne, moi je lui ai mis un overclock du CPU, un petit boost processeur pour avoir plus de puissance au détriment de la batterie. Et au final, je le laisse systématiquement allumé puisque ça vide pas tant que ça la batterie. On va trouver un port USB-C pour charger la console et la brancher sur un ordinateur. Ça va nous permettre de rajouter également des ROM sur la console. Et enfin, une carte micro SD qui va nous servir à héberger les émulateurs et les jeux. Enfin, une prise jack pour brancher ses écouteurs. Sur la face avant, on va trouver le bouton power, 4 gâchettes, le bouton volume et un port USB-C qui, comme pour la R36, nous permettent de pouvoir connecter soit une manette, soit de brancher sur un écran. Notez que je n'ai pas testé cette fonctionnalité. Lorsque l'on allume la console, on tombe sur une multitude d'émulateurs déjà installés sur la machine et je vous propose de commencer tranquillement, tout doucement, sans trop donner d'effort à cette petite trimouille, en démarrant avec un jeu sur la Super NES, Astérix et Obélix, le même que sur la R36, pour voir si elle s'en sort aussi bien. Alors quand on relance le jeu, quand on l'a déjà lancé une première fois, et c'était mon cas puisque j'avais testé avant la vidéo, la console se rappelle de l'état d'avancement de là où on a quitté le jeu. C'est une des caractéristiques de cette console, ça permet de reprendre rapidement le jeu là où on l'a laissé. C'est plutôt bien, je trouve, et rien ne nous empêche de réinitialiser la ROM via le menu de la console, il n'y a aucun souci pour ça. Donc comme on voit, la console se débrouille très bien, et comme on a affaire à un écran 16 neuvième, on a sur les côtés 2 overlays qui rappellent la Super NES. Allez, on a vu que ça se passait bien, donc maintenant il est temps d'aller chercher le vrai jeu, celui qui a mis en échec la R36. Je parle bien sûr de Gran Turismo avec la PlayStation, et on voit que les 2 overlays ont changé puisque cette fois-ci on change de console. On est donc sur la PlayStation. Le petit écran notice que tout le monde connaît bien, du moins tous ceux qui ont usé des manettes sur Gran Turismo, on passe les vidéos bien sûr, et on va directement aller chercher la course rapide, donc pas de mode Gran Turismo bien sûr, pour faire le même test que sur la R36.
Donc là, je vais prendre cette fois-ci la GTO Twin Turbo, parce que c'est une autre voiture que j'aimais bien dans le jeu. High Speed Ring, bien évidemment, on se met pas en danger. Et là, cette fois-ci, on a un écran loading qui s'affiche qu'on n'avait pas eu sur la R36. Hein. Donc, c'est plutôt de bon signe. Et là, ça y est, la course est lancée. On a bien le moteur de rendu de Gran Turismo qui tourne sur la Trimouille. Et c'est parti, et comme vous pouvez le voir, non seulement ça fonctionne, mais en plus c'est fluide. Vous allez pouvoir admirer mon talent de pilote incroyable et surtout Gentleman Driver, puisque je ne rentre dans aucune autre voiture. D'ailleurs, j'ai l'humilité de rester derrière en queue de peloton pour éviter tout accident et tout accrochage. Hein. C'est mon côté humble, c'est mon côté pilote très humble qui fait que je reste en dernière position. Alors là, vous voyez, là je suis tout de suite devenu beaucoup moins humble. On va chercher peut-être la tête de la course, qui sait. Sur un malentendu, en raison d'une divergence d'opinion avec le pilote en tête de la course, qui n'a pas voulu me laisser passer devant, le test de Gran Turismo s'arrête ici sur cette console. Alors bien évidemment, cette console est capable de faire tourner des jeux de consoles plus modestes comme la Game Boy, toujours en revoyant les petits overlays, donc là la Game Boy. Et en ce qui concerne la Nintendo 64, où on avait vu que la R36 avait eu quelques petites difficultés avec les vitraux du château notamment, on voit que là, sur cette Trimouille, ça se passe merveilleusement bien, sans aucun problème. Comme vous avez pu le voir, avec la Trimouille, les jeux de la PS1 et de la Nintendo 64 ne sont plus vraiment un problème. Mais maintenant, je vous ai fait une promesse. Jouez aux jeux de la PS2 et de la GameCube dans une console portable. C'est l'heure de la quatrième et dernière console de ce test, la RG 557. Allez, on commence le tour d'horizon de cette console de chez Anbernic, avec un écran qui est énorme par rapport aux autres consoles, une grille d'aération sur le dessus avec un ventilateur par l'arrière qu'on voit en transparence, le bouton power, le bouton volume, et deux gâchettes analogiques plus des L1 et R1 traditionnels. Donc comme je vous disais, on voit le ventilateur à l'arrière avec les deux grilles d'aération à l'arrière pour aspirer l'air, preuve qu'on n'est plus dans la même cour tout à fait niveau puissance. On trouve ensuite de part et d'autre de la console à gauche et à droite deux moteurs de retour haptique, des moteurs de vibration, et sur la tranche inférieure, la traditionnelle prise jack, une prise USB-C pour recharger la console et la brancher sur un ordi, et derrière cette petite trappe va se cacher la carte micro SD sur laquelle on va pouvoir venir mettre ces différentes ROM. Alors je vous ai dit, c'est une console qui tourne sous Android, et donc on fait face à un écran tactile, comme vous pouvez le voir. Là je peux accéder à des fonctionnalités typiques que vous avez sur un smartphone, ainsi qu'aux trois boutons que vous connaissez. Alors le problème que j'ai rencontré moi sur cette console étant sous Android, c'est que les émulateurs sont les émulateurs Android, et du coup les noms ne me parlent pas forcément. Par exemple DuckStation, je ne sais pas à quoi ça sert comme ça dans l'absolu, le nom ne me parle pas. Il a fallu que je fasse une petite recherche pour comprendre quelles étaient les différentes consoles émulées par ces différents émulateurs. Je vous propose qu'on attaque tout de suite avec de la PSE, puisque c'était la promesse de cette console, et on va direct commencer par le fameux Gran Turismo 4. Alors je vais vous passer en accéléré toutes les petites vidéos d'intro du jeu, histoire de pas vous faire perdre votre temps. Et nous voici prêts à se lancer sur le circuit de Laguna Seca au volant de cette merveilleuse 205 Rally. Et comme vous pouvez le voir, eh bien ça marche sans aucun problème, malgré le fait que ce soit Gran Turismo 4. Le jeu est d'une fluidité incroyable. Cela dit, il y a quand même un petit problème que vous ne pouvez pas voir à l'image et que je vais vous laisser écouter. Non, ce n'est pas mon téléphone qui est en train de vibrer et de recevoir un SMS ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas non plus ce que vous pensez. C'est bien la console et ses fameux deux moteurs de vibration qui, dans ce jeu, je ne sais pas pourquoi, lorsque la course démarre, ne s'arrêtent pas. Allez, on a vu pour Gran Turismo, je vous propose maintenant de passer à un jeu plein d'amour, plein de je t'aime, plein de poésie en cette Saint-Valentin. Puisque la vidéo sort le jour de la Saint-Valentin, c'était pas fait exprès. Je vous propose un petit God of War. Là encore, on voit que le jeu est parfaitement fluide. On tourne aux alentours de 50 FPS. Et là, on peut commencer toutes nos déclarations d'amour auprès de tous nos prétendants sur ce jeu. Comme vous pouvez le voir, on est très attaché à leur dire des mots doux, à leur susurrer des gentilles choses aux oreilles. Vous voyez, en plus c'est des couleurs rouges et c'est des petits cœurs que vous voyez, hein. C'est des cœurs de je t'aime, hein, bien évidemment. Donc c'est un jeu qui est comme Street of Rage, tout dans la simplicité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire on bourrine tout ce qui se passe devant nous. Voilà, là on peut attraper le personnage,
Pour tous ceux qui ne connaissent pas cette licence, vraiment, je ne peux que vous inviter à aller l'essayer et à jouer avec. Allez, maintenant, je vous propose de passer sur la GameCube avec le mythique Zelda The Wind Waker. J'ai ici derrière, comme vous pouvez voir. Alors, je n'ai malheureusement jamais joué à ce jeu, pour être tout à fait honnête avec vous. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire dedans, même si j'ai déjà fait des Zelda. Toujours est-il que c'était un jeu qui était en cel shading, hein, c'était aspect un petit peu dessin animé, et on voit que ça ne pose rigoureusement aucun problème à cette console, la Ambernic RG557, pour pouvoir émuler la GameCube. Donc on voit mon petit Link qui descend l'échelle et qui se met donc à nager. Cette animation dans l'eau où on le voyait nager a été beaucoup reprise par la suite. Ça a fait la gloire de ce jeu. On voit ces petites gouttes d'eau qui descendent de son polo parce qu'il est tout mouillé, le pauvre petit Link. Et comme vous pouvez voir, c'est très fluide. Là, je me promène dans les hautes herbes pour aller à la recherche d'un cochon. Et il n'y a aucun problème de fluidité. Ça fonctionne parfaitement sur cette console. Bon alors, que dire pour conclure cette vidéo ? Les consoles 8 bits, comme on a vu, c'est plus gadget qu'autre chose. On ne peut pas rajouter ces jeux dessus, et les jeux déjà préinstallés sont douteux. Je ne l'offrirai même pas à Julie. Non, la première vraie console digne de ce nom, c'est la R36. Pour un prix d'un peu moins de 30 €, on a une console bien finie, aux couleurs éclatantes, qui nous permet de pouvoir jouer à la Super NES et à la Mega Drive, et toutes les consoles qui sont antérieures à ces deux machines. Si on est prêt à aller jusqu'à la soixantaine d'euros, la Trimouille Smart Pro est réellement le choix qu'il faut faire. Vous la regretterez pas. Avec celle-ci, vous allez pouvoir jouer aux jeux de la PS1 et de la Nintendo 64, dans de bien meilleures conditions. Mais pour tous ceux qui veulent pouvoir profiter de la console la plus vendue au monde, de celle qui nous offre 4000 titres, la PlayStation 2, là, il faut aller chercher la RG557. Comme on l'a vu ensemble, elle tient parole. On peut jouer à la PS2, on peut jouer à la GameCube avec. Alors si ce comparatif vous a permis d'y voir un peu plus clair, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, je prends même les petits, et à vous abonner à la chaîne. C'était le Jeff, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.